Me croiriez-vous si je vous disais que l'histoire qui concerne une jeune fille d'origine coréenne qui vivait des difficultés à cause de la morsure d'une araignée radioactive et qui se voyait proposer par un monsieur d'un certain âge pété de thunes d'aller se réfugier dans son bunker qui se trouvait dans la tour qu'il avait acquise parmi les immeubles de New York, tout ça pour échapper au regard d'une menace potentielle? C'est une origin story qui avait été écrite 2 ans avant la sortie du film 10 Clover Lane, je sais pas, mais moi en tout cas, le personnage de Silk me rappelle à quel point les scénaristes de chez Marvel savent se montrer étonnants. Salut les gameuses et les gamers, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va me permettre de vous parler de l'un de mes titres préférés, à savoir Marvel Champions, c'est le jeu que je pratique le plus souvent et surtout en solo. Mais surtout, j'avais envie de faire une vidéo un petit peu différente parce que ce que vous allez pouvoir trouver sur YouTube qui concerne ce titre, c'est souvent des vidéos qui vont le traiter sous l'angle de la mécanique, un peu comme tous les autres jeux. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ça n'en fait pas des mauvaises vidéos, c'est souvent des analyses assez intéressantes, mais pour moi le problème c'est que ça passe sous silence tout ce que le jeu essaye de dire, et que quand on ne s'intéresse qu'aux mécaniques, on peut avoir tendance à trouver des détails ou des erreurs qui en fait n'en sont pas, parce que on a tendance à penser que dans un jeu tel que Marvel Champions, les héros sont là pour incarner des mécaniques, alors qu'en fait c'est le contraire, c'est les mécaniques qui sont là pour incarner les héros. Donc ces erreurs, c'est souvent du lissage pour pouvoir coller ou pour pouvoir reproduire ce que les héros sont dans la licence. Parce que si on jouait Spider-Man et que c'était pas Spider-Man, ça n'aurait aucun sens. Bon, par contre, si Marvel Champions est un jeu qui essaye de communiquer de plein de façons, que ce soit par sa pseudo-narration, par ses illustrations ou par ses mécaniques, faut reconnaître que souvent c'est pas si simple que ça à analyser, parce que on est par moments sur de l'easter egg d'easter egg. Du coup, je me suis dit que j'allais vous faciliter l'exercice et peut-être que ça va vous amener à voir le jeu de façon un petit peu différente, parce que s'intéresser à ce qu'il dit, c'est ouvrir ses perspectives. Voilà, et je me suis dit que j'allais commencer avec la totem araignée qui jouit d'une certaine popularité au pays des comics, mais qui est certainement de notre côté de l'Atlantique la plus méconnue, à savoir Silk. Bon, c'est le moment où je me rends compte que j'ai exploité un terme que je n'ai pas expliqué. Alors je vais le faire tout de suite, il s'agit du mot totem. Dans l'univers de Marvel, ce dernier désigne des individus, ou je devrais plutôt dire des êtres vivants, qui ont vu leur ADN être altéré par l'ADN d'une entité animale. Généralement, chez eux, ça a provoqué des mutations qui ont engendré l'apparition de pouvoirs. Il faut savoir aussi que l'on classe les totems en fonction de l'entité qui est responsable de cette altération. Donc, Spider-Man, Ghost Spider et Spider-Cochon sont 3 héros qui appartiennent à la famille des totems araignées. Voilà. Silk est apparu pour la première fois en 2014 dans le premier numéro de la série The Amazing Spider-Man volume 3, et c'est une création du scénariste Dan Slott et c'est le dessinateur Humberto Ramos qui lui a donné ses premiers traits. Bon, là j'ai employé un autre terme qu'il faut que je vous explique. Quand on parle de collection de comics, un volume ça signifie tout simplement la réinitialisation pour une série de sa numérotation, et ce pour toutes sortes de raisons. C'est pas forcément qu'une question de reboot, ça peut être un changement de paradigme pour le héros ou encore la volonté de marquer une pause dans une série. Voilà. C'est plutôt simple. Alors, simple, ça ne rime pas toujours avec Marvel, et des fois on assiste à des trucs un petit peu bizarres. Par exemple, dans le 2e volume de cette série The Amazing Spider-Man, on va à un moment donné passer du numéro 58 au numéro 500, juste parce que, il y a quelqu'un qui voulait faire un numéro 500, et que pour y arriver, il fallait reprendre l'ancienne numérotation, donc voilà. Ils ont fait un bond, sans trop d'explications, c'est une question de pognon. Bon, passons à la suite. Il faut savoir que pour Dan Slott, Silk, c'est la clé qui va lui permettre d'ouvrir un événement qui est majeur dans l'histoire des totems araignées, à savoir le fameux Spider-Verse. Et sa version à lui, en fait, c'est les totems araignées qui sont obligés de se réunir en une grande armée pour faire face à quelque chose qui menace jusqu'à leur existence, à savoir le clan des héritiers. Et
c'est avec Silk que cet événement va se lancer. Il faut aussi savoir que potentiellement, elle aurait pu arriver beaucoup plus tôt. Parce que Dan Slott est en charge de l'écriture de la série The Amazing Spider-Man depuis 2010. Et en 2012, il va vouloir faire une pause dans cette dernière pour lancer une autre série qui s'appelle Superior Spider-Man. Et on a à ce moment-là un autre que Peter Parker qui va incarner l'homme araignée, à savoir Otto Octavius, alias le Docteur Octopus. Oui, ça existe, je vous assure, cette série est un véritable bijou, je vous la recommande fortement, mais je vous en dirai pas plus. Et c'est pour lui qu'il avait pensé à cet événement du Spider-Verse. Sauf que les têtes pensantes de chez Marvel se sont dit, c'est pas possible qu'une armée de Spidey soit dirigée par quelqu'un d'autre que le Spidey original, à savoir Peter. Du coup, Dan Slott a été obligé de se débarrasser de son Spider-Man Otto afin de pouvoir libérer Peter et de pouvoir relancer la série The Amazing Spider-Man. Alors, quand on lit les premiers numéros de ce 3e volume, on se rend bien compte qu'il a du mal à digérer son choix et que ça va lui prendre le Spider-Verse pour pouvoir passer au travers. Mais bon, ça je vous le raconterai si un jour Marvel Champions sort Superior Spider-Man en tant que héros jouable. Voilà. Pour en revenir à Cindy, elle est tellement impliquée dans le Spider-Verse qu'il faut attendre que ce dernier se termine pour qu'elle puisse enfin se libérer et vivre son aventure en solo. À ce moment-là, elle va changer de main et c'est le scénariste Robin Thompson qui va se charger d'écrire son histoire. Quant à sa première introduction dans le jeu, ça va se faire en 2022 avec le 5e cycle, celui qui concerne les Web Warriors, sous la forme d'une carte alliée de l'affinité protection, qui a été designée par l'un des auteurs originels du titre Marvel Champions, à savoir Michael Bugg. Bon, ce qui est intéressant avec cette carte, c'est surtout son illustration, parce qu'à l'époque, elle avait un petit côté prophétique, puisqu'il s'agit en fait de la couverture du 19e numéro de la série Silk Volume 2, un comics dans lequel elle va prendre une décision assez importante pour sa vie, puisqu'elle va choisir de rejoindre l'académie du Shield pour se former en tant qu'agente de la célèbre organisation de chez Marvel. Et justement, 3 ans plus tard, quand on arrive au 9e cycle, celui qui lui est consacré, on voit Silk pointer le bout de son nez en tant que paquet héros et donc en tant que personnage jouable dans le jeu. Alors, elle a été designée par Tommy Fanchi, c'est un auteur interne à la maison d'édition Fantasy Flight Games qui édite le jeu Marvel Champions, comme d'ailleurs tous les autres designers qui ont travaillé sur le projet. Et avant d'accrocher son nom à Marvel Champions, il a travaillé sur d'autres licences telles que Star Wars avec le jeu Bordure extérieure ou encore Chulu avec le jeu L'Insondable. Donc c'est quelqu'un qui sait ce que c'est qu'un jeu à licence et son intégration semble s'être fait assez naturellement en 2021 au projet de Marvel Champions. Et il a pris du galon puisque ce 9e cycle, en dehors du paquet héros du Winter Soldier et du paquet scénario qui pour l'instant porte juste un nom en anglais qui est Trickster Takeover, tous les autres produits de ce 9e cycle sont de sa signature. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui, avec le temps, risque encore plus de multiplier les productions pour ce jeu. Bon, je vous propose qu'on s'intéresse à son set de héros et on va commencer par sa carte personnage, mais on va la mettre sur sa face de héros et ainsi s'intéresser à tout ce qui concerne Silk. Si on la compare justement à la face de héros de Spider-Man, on va se rendre compte que les deux personnages partagent des caractéristiques en commun. Et ça, ça fait référence aux origines de Silk. Je vous ai dit qu'elle faisait sa première apparition dans le numéro 1 du volume 3 de la série The Amazing Spider-Man, mais c'est seulement au numéro 4 que Dan Slott va la dévoiler. En fait, il va se servir des 3 premiers volumes pour nous donner quelques indices sur l'apparition de ce futur personnage, histoire d'exciter notre curiosité, mais pas plus. Par contre, ces informations sont très intéressantes. Par exemple, dans le premier volume, on apprend que la fameuse journée où Peter Parker a été mordu par une araignée radioactive, avant de mourir, la bébête a eu le temps de faire une autre victime, et bien sûr, il s'agit de Cindy.
Du coup, le fait que les deux héros partagent des pouvoirs en commun, c'est plutôt logique. Par exemple, ils ont tous les deux un sens de l'araignée, la capacité de pouvoir adhérer à tout type de surface, une force, une vitesse, une endurance, une résistance, une agilité et des réflexes qui sont de l'ordre du surhumain. Après, il y a des différences, notamment sur le sens de l'araignée, mais on reviendra dessus plus tard. Donc, le fait qu'ils aient des caractéristiques en commun, ça devient logique. La deuxième chose que vous pouvez constater, c'est qu'elle possède le trait Web Warrior. Et aujourd'hui, avec le succès qu'a rencontré le film qui, dans sa version originale, porte le nom de Spider-Man Into the Spider-Verse, faire l'association justement entre l'événement du Spider-Verse et le nom de cette célèbre équipe, c'est plutôt logique. Et comme Silk, elle a une identité qui est littéralement rattachée à cet événement, et ben pour nous ça peut nous paraître logique qu'elle ait ce trait. Sauf que si on était tatillon, on pourrait discuter la présence de ce dernier. Et comme je le suis, c'est exactement ce que je vais faire. Il faut savoir que dans l'événement de Dan Slott, ce n'est pas les Web Warriors qui sont mis en avant, non. Le nom que va porter l'armée des totems araignées, c'est tout simplement la Spider Army. Et les Web Warriors ne sont qu'une sous-branche de cette dernière qui va être fondée par Miles Morales et Peter Parker de la Terre 12041. Voilà, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que si tous les totems araignées qui ont participé au Spider-Verse ont fait partie de la Spider Army, beaucoup, comme Silk, n'ont jamais intégré les Web Warriors. Mais bon, ils ont fait un choix qui était basé sur la popularité, et quand on sait que la Spider Army n'a pas survécu au Spider-Verse alors que les Web Warriors, oui, eh ben on est forcé de constater qu'ils avaient raison. Et peut-être qu'un jour, Silk fera elle aussi partie des Web Warriors. Voilà. Bon, par contre, je vous ai jamais dit pourquoi elle était si importante dans le Spider-Verse. Donc, il faut que je revienne un petit peu sur son origin story. Vous vous souvenez quand je vous ai dit qu'elle avait des pouvoirs en commun avec Peter? Bon, il faut savoir qu'il y a quelques différences, et la principale, c'est que Cindy a la capacité de créer organiquement sa propre toile. Alors que Peter Parker, lui, il a besoin d'une formule et de gadgets qu'il appelle des lance-toiles. Bon, et ben sur le papier, ce pouvoir peut paraître être une upgrade par rapport à Peter Parker. Sauf que, quand on y repense, c'est un pouvoir qui, s'il se manifeste devant n'importe qui, peut être très compliqué. Et ben c'est ce qui va arriver avec Silk. Alors ça n'a pas été devant n'importe qui, ça a été devant ses parents, et la chance qu'elle avait, c'est que c'était deux scientifiques qui ont plutôt bien réagi, non pas du tout. Ils ont paniqué, ils ont considéré les pouvoirs de Silk comme les symptômes d'une maladie qu'ils allaient pouvoir guérir grâce à un traitement, sauf qu'en attendant, il fallait trouver une solution pour qu'elle puisse les maîtriser. Du coup, ils se sont tournés vers un individu qui s'appelle Ezekiel Smith, qui est aussi un totem araignée, sauf que lui a obtenu ses pouvoirs grâce à un rituel, et surtout ce qui le caractérise, c'est que Ezekiel a une histoire en commun avec les héritiers. Et justement, la première fois qu'il fait son apparition dans la série The Amazing Spider-Man, c'est pour avertir Peter que l'un des membres du clan, Morlun, est sur ses traces. Et en parlant de Morlun, Ezekiel va se rendre compte qu'il est aussi sur les traces de Cindy, sauf que s'il met la main sur elle, ça ne va pas être juste dangereux pour la jeune fille, ça va aussi l'être pour l'intégralité des totems araignées. Et c'est là où il va lui proposer d'aller se réfugier dans son bunker qui va lui permettre de passer sous les radars de Morlun. Et pour la convaincre, il va utiliser la peur, ce qui va s'avérer être plutôt efficace, puisqu'elle va rester enfermée pendant 10 ans. Et c'est pour ça que dans le 4e numéro du volume 3 de la série The Amazing Spider-Man, au moment où Peter apprend l'existence de Cindy, il va avoir comme seule obsession de la libérer, et c'est cette libération-là qui va provoquer le Spider-Verse, parce que juste après cette action, la première chose que l'on voit, c'est une créature qui se réveille et qui sent la présence de Cindy. Vous l'aurez compris, il s'agit de Morlun. Voilà. C'est en ça que je vous disais qu'elle est la clé, et on verra plus tard en quoi elle est importante pour Morlun. Passons à la suite. Bon, vu qu'on vient de parler de la présence du trait Web Warrior, il faut aussi qu'on aborde l'absence du trait Shield. Parce que on est dans un cycle qui les concerne, et que potentiellement Cindy aurait été une bonne candidate pour pouvoir porter ce trait. Sauf que
bah, il n'est pas présent. Alors c'est pas la seule, hein. Shuri alias Black Panther est dans la même situation qu'elle. Sauf que la différence entre les deux héroïnes, c'est que déjà Cindy, elle a eu la possibilité de rejoindre l'académie de formation du Shield, mais surtout que si elle a eu cet honneur, c'est parce que pendant justement tout le volume 2, elle a travaillé avec cette organisation, avec la célèbre organisation gouvernementale. Pourquoi elle n'a pas le trait ? Bon, et ben en fait, c'est parce que le mot « avec » est extrêmement important. En fait, c'est la célèbre agente Barbara Morse, alias Mockingbird, qui va la recruter pour qu'elle infiltre le gang de Black Cat, qui à ce moment-là était en guerre avec un autre gang qui répondait au nom de la Nation des Bouffons. Du coup, Silk, elle va travailler sous couverture. Et quand on travaille sous couverture, eh ben on n'affiche pas pour qui on travaille. Donc, c'est plutôt logique que ce trait soit absent. Et en plus, ça va dans le sens de ce que Robbie Thompson raconte dans ce deuxième volume, puisqu'on est sur une Cindy qui cherche à prouver que le Shield peut lui faire confiance et qui se retrouve confrontée à des événements qui vont venir entacher sa réputation. Sauf que, comme je vous l'ai spoilé, ça se finit plutôt bien. Mais bon, l'absence de ce trait est tout à fait conditionnée par le personnage de Silk. Bon, là on va aborder un point un petit peu particulier puisqu'on va parler du pouvoir de cette carte. Et c'est dans cette dernière que Tommy Franchi a révélé la mécanique qu'il voulait associer à ce héros. Alors, je n'en ferai pas l'analyse, hein. Il y a déjà de très bonnes vidéos sur YouTube qui font un meilleur job que moi. Ce que vous devez juste savoir, c'est que Silk, elle va interagir avec le deck rencontre, hein. Quand elle va résoudre certaines cartes, elle va pouvoir les récupérer pour les intercaler sous sa personnalité, comme si, en fait, chaque fois qu'elle faisait face à un événement du scénario, elle glanait des informations et que par la suite, elle se resservait de ces informations pour bonifier ses actions. Voilà, on est sur un pouvoir qui est vraiment un capteur d'informations. Le truc, c'est qu'ils ont décidé d'appeler ce pouvoir le sens Silk. Bien sûr, ça fait référence à son sens de l'araignée, parce que Silk l'appelle parfois le sens de la soie, hein, c'est juste une question de traduction. Par contre, il faut reconnaître que, au premier abord, l'association entre les deux n'est pas forcément évidente. Elle peut même paraître assez étrange, en ce sens que souvent la conception que l'on peut se faire à la lecture des comics de ce qu'est le pouvoir, le sens de l'araignée, c'est que ce dernier a une grosse dimension défensive, puisque à chaque fois qu'il apparaît, il est accompagné par une réaction, alors que ça soit par réflexe ou par réflexion, de la part du totem araignée qui va tout simplement chercher à esquiver un danger qui vient de se présenter. Or, cette dimension défensive, dans le sens de Silk, on ne la retrouve pas. Surtout que jusque-là, le jeu semblait aller dans notre direction, puisque la défense était présente, hein, que ça soit de façon directe, comme c'était le cas par exemple avec cette carte qui s'intitule le Spider Signal, et qui permet littéralement d'annuler les effets d'une carte Tetris, ou encore de façon indirecte, hein, comme c'était le cas avec justement le sens de l'araignée de Spider-Man, qui lui permettait à chaque fois que le méchant s'activait, de pouvoir piocher une carte et ainsi d'avoir une ressource supplémentaire pour pouvoir réagir. Bon, et si justement la raison du choix de Tommy Franchi était de nous dire que notre conception de ce pouvoir contenait une erreur. Parce que c'est quoi à la base le sens de l'araignée? C'est tout simplement un pouvoir de prédiction qui va signaler à son détenteur la présence d'un danger immédiat par des picotements sur l'arrière du crâne. Toute autre action qui va suivre ces picotements ne sont que les conséquences de ce pouvoir et non l'expression de ce dernier. Donc si par ses réflexes ou par sa réflexion, le détenteur du sens de l'araignée évite le danger, voilà, ça c'est pas le pouvoir, c'est la conséquence. Surtout que quand on s'intéresse justement au fameux sens Silk, on se rend compte que Cindy, parmi tous les totems araignées, est celle qui a le sens de l'araignée le plus performant. C'est-à-dire que non seulement elle peut voir venir les dangers avant les autres, mais elle peut aussi identifier la nature de ce danger. C'est complètement pété. Mais surtout, ça montre bien que chez elle, ce sens de l'araignée est avant tout un collecteur d'informations. Alors, par contre, ce qui fait toujours un petit couac, c'est qu'on ne sent pas dans la mécanique de Tommy Franchi le côté préventif, puisque les cartes vont arriver en jeu, il va falloir les résoudre, et c'est une fois qu'on les aura résolues qu'elles vont devenir une information qu'on va pouvoir exploiter. Bon,
Pour comprendre pourquoi il est allé dans cette direction-là, il faut s'intéresser à autre chose qui est présent sur cette carte, c'est-à-dire l'illustration. Vous avez pu constater tout à l'heure avec la carte Aliesi que certaines des illustrations de ce jeu proviennent directement des comics. Et les autres, généralement, elles ont été créées pour lui. Et pourtant, même dans ces dernières, il y a des indices qui pointent vers des moments importants de la vie de nos héros. Et justement, dans cette œuvre de Bruno Frendra, il y a pour moi deux indices qui me donnent l'impression qu'il a voulu représenter la Cindy que l'on retrouve au début de son aventure en solo. Alors, c'est quoi ces deux indices? Tout d'abord, il y a sa tenue. Elle est complètement différente des deux autres costumes qu'elle a portés dans la série The Amazing Spider-Man. Il y a tout d'abord le costume que lui avait créé Humberto Ramos, qui est, à mon sens, le meilleur, puisqu'il avait un côté très grunge et très organique. C'est celui qu'elle a porté lorsqu'elle est sortie du bunker et qu'elle a fabriqué avec sa propre toile. C'est d'ailleurs ce qui va finir par lui inspirer son nom de héros, puisque, je le rappelle, la toile d'araignée, c'est avant tout composé de fils de soie. La seconde tenue, c'est une création de Olivier Coipel. Elle est aussi assez cool, bien que un peu trop classique à mon goût. Je préférais vraiment le côté organique de celle de Humberto. Mais bon, là, il faut reconnaître que cette dominance de blanc avec pas mal de noir et un soupçon de rouge, c'est plutôt sympa. Mais ça n'a rien à voir avec la tenue qui est représentée ici, qu'elle va porter lors du premier numéro de sa série en solo, et qui est une œuvre de l'artiste Stacey Lee, où l'on peut constater que le blanc a laissé sa dominance au noir, ce qui, à mon sens, lui donne un côté beaucoup plus mystérieux. Mais surtout, ces tenues ne sont ni en latex, ni en tout autre matériau qu'ont l'habitude d'utiliser les super-héros. Non, on est sur quelque chose de plus noble, à savoir la soie. Et du coup, vous avez tout de suite compris que même s'ils ont fait des changements sur ces dernières, ils ont conservé l'idée que c'était elle-même qui tissait ses costumes grâce à sa toile. Bon, et il faut reconnaître que même si c'est sous-exploité dans les comics, ça donne des visuels qui sont plutôt cool. Par contre, ne me demandez pas comment elle fait pour les couleurs, tout simplement parce que premièrement, je sais pas, et deuxièmement, je suis pas sûr que je veuille la réponse à cette question. On va se garder une petite part de mystère, voilà. Le deuxième indice qui me fait penser qu'on est dans cette période-là, c'est tout simplement la longueur de ses cheveux. Lorsqu'elle est sortie du bunker, elle avait les cheveux très longs et c'est la coupe qu'elle arbore lorsqu'elle commence son aventure en solo. Sauf qu'à un moment donné, dans ce premier volume, elle va se retrouver prise au piège par Black Cat et n'aura pas d'autre choix pour se libérer que de s'amputer d'une bonne longueur capillaire. Ce qui fait que par la suite, et c'est d'ailleurs la coupe qu'elle portera tout au long du volume 2, elle va arborer un carré court, puis le laisser pousser lors du volume 3 et encore plus lors du volume 4 et du volume 5 sans ne jamais rattraper la longueur qu'elle avait au début de sa série en solo. Voilà, pour moi sur cette illustration elle a les cheveux longs et ça semble correspondre avec le petit visage qui est en bas à droite de la carte. Alors, pourquoi j'insiste sur cette période? Qu'est-ce que ce premier volume de son aventure en solo a de si intéressant? Eh bien, en fait, c'est ce que va y raconter Robbie Thompson. Il va venir insister sur un élément que Adam Slott semblait avoir laissé de côté. Lequel, tout simplement, l'impact qu'aura eu 10 ans d'enfermement sur la personne de Cindy. Chez Dan Slott, la seule conséquence que l'on voit à son enfermement, c'est tout simplement le fait que sa famille a disparu. Alors, c'est quand même déjà toute une conséquence, et c'est pas pour rien que ça devient, à partir de ce moment-là, sa quête principale, mais voilà, il n'y a aucune séquelle sur elle, et pourtant, elle est restée pendant 10 ans entre quatre murs, tout simplement parce qu'elle avait peur de ce que Ezekiel lui avait dit. Et justement, Robbie Thompson, il va venir corriger ça. Comment? Dans le premier numéro de sa série en solo, elle va affronter un adversaire qui répond au nom de Dragonclaw, et à un moment donné, il va se produire ceci. Son sens de l'araignée va littéralement se dérégler. Et comme vous pouvez le constater sur cette illustration, avec les petits éclairs qui habituellement symbolisent l'activation de ce pouvoir et qui ici sont tout simplement disproportionnés, on est sur un sens de l'araignée qui est surchargé.
Et j'ai l'impression que cette illustration a influencé le travail que Ali Preswitt a exécuté sur la carte obligation sans silk surchargé, bien qu'on a un changement capillaire, on n'est plus sur la coupe de cheveux qu'elle va arborer dans les volumes 3 et 4, mais il en reste qu'on retrouve justement ces éclairs disproportionnés et qu'on a une carte obligation qui en termes de mécanique va exactement raconter ce qui se passe dans ce premier affrontement, puisque on est sur une obligation qui va venir parasiter la mécanique de Silk, l'empêchant de récupérer des cartes et venant entraver la qualité de ses actions. Et justement dans les comics, ce qui arrive au moment où son sens de l'araignée est surchargé, c'est que Silk va figer et elle va perdre son combat. Voilà, du coup, qu'est-ce qui dérègle son sens de l'araignée ? Eh ben, ce n'est pas quelque chose de biologique, puisque c'est un pouvoir qui est psychique, c'est tout simplement un trouble qui répond au nom de anxiété sociale. Cela veut dire que dans certaines situations, à cause potentiellement du stress, de la peur ou d'autres éléments, par exemple la présence d'individus, Silk peut se retrouver en difficulté. Et j'aime beaucoup ce qu'est en train de raconter Robin Thompson parce que le fait de dérégler un pouvoir important pour son personnage, de faire en sorte qu'elle perde confiance en ce dernier, ça va l'obliger à commencer un travail sur elle et du coup elle va se retrouver à devoir consulter une thérapeute et plus elle va avancer dans son travail et plus elle va faire face à ses difficultés et plus elle va, grâce à ces conditions, reprendre le contrôle sur son pouvoir et apprendre à lui faire de nouveau confiance jusqu'au moment où elle n'aura plus besoin de sa thérapeute et sera capable de voler de ses propres ailes tout en retrouvant son sens de l'araignée. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ce que reproduit la mécanique de Tommy Franchi. Alors, c'est sur un temps beaucoup plus court, ça reste une partie, mais voilà, j'ai l'impression vraiment d'avoir un sens de l'araignée qui ne fonctionne pas au début, il est dysfonctionnel, et plus avec mes conditions je prends de l'information, et plus je fais des actions efficaces, et plus mon personnage se libère, reprend le contrôle sur la partie, et finit par vaincre le méchant. Voilà. Alors vous pouvez me dire que c'est un peu tiré par les cheveux, mais moi j'aime bien cette analyse, et surtout, ce qui me fait aussi penser à cela, c'est que la thérapeute que va suivre Silk, c'est le Dr Sinclair, et justement, dans le préconstruit qui accompagne son set de héros, vous avez une carte soutien de l'affinité protection qui est fait à son effigie. Voilà, comme ça en plus vous connaissez l'origine de cette carte. Allez, on va maintenant s'intéresser aux cartes qui vont exploiter au mieux la mécanique de Silk, à savoir ces cartes amélioration. Alors, vous vous souvenez du moment où je vous disais que la principale différence entre Spider-Man et Silk, c'est que cette dernière était capable de créer organiquement sa propre toile. Et bien cette différence, elle est très importante parce que c'est elle qui définit Silk en tant que héroïne. C'est celle qui fait qu'elle n'est pas une totem araignée comme les autres. Je m'explique. Pas mal de totems araignées ont recours à des gadgets pour pouvoir dépasser leurs limites. Bon, et ben Silk, elle n'en possède aucun, elle ne peut compter que sur ses compétences. C'est pour ça que si vous comparez ces cartes amélioration à celles du set de Peter Parker, et ben vous allez constater que chez Spider-Man, toutes ces cartes font référence à ces fameux gadgets, alors que chez Silk, toutes ces cartes font référence à des compétences organiques ou psychiques que possède le personnage. Et justement, c'est là où on peut questionner leur nature de carte amélioration. Parce que la façon dont fonctionne le jeu, c'est que vous avez l'impression, lorsque vous posez une carte amélioration, que vous gagnez cette dernière, que l'élément qu'elle décrit, et ben en fait, votre personnage en prend possession. Alors que ces compétences organiques et psychiques, qui se retrouvent sur les cartes de Silk, ce sont des choses qu'elle est censée posséder depuis le départ. Alors, j'aurais potentiellement envie de vous répondre qu'il ne faut pas voir ces cartes comme l'acquisition de la compétence, mais plutôt comme la maîtrise de cette dernière. Mais bon, je préfère vous répondre que là, on fait face tout simplement à une nécessité de gameplay. Il fallait des cartes d'amélioration et l'auteur est tout simplement allé chercher ce qui était de plus logique pour le personnage. Voilà. Alors, des fois, il ne faut pas chercher à tout justifier, ça reste quand même un jeu. Bien que je trouve que mon argument, il n'était pas si fou que ça. Bon, commençons avec la carte la plus centrale, la fameuse toile organique. Alors,
Je vous propose qu'on laisse de côté le gameplay et qu'on s'intéresse tout d'abord à l'illustration. Cette dernière est tout simplement la couverture du premier numéro du volume 3 de sa série en solo. Un volume qui raconte une histoire d'affrontement assez intéressante avec un personnage qui potentiellement pourrait devenir sa némésis sur le long terme. Déjà parce qu'elle va réapparaître dès le 5e volume, mais surtout parce qu'elle représente l'exact opposé de ce que Cindy est. Alors, cette adversaire, elle s'appelle Seiya Ichi. Et quand on la regarde de plus près, elle fait beaucoup penser à un autre méchant, mais comme il appartient à la concurrence, on fera comme si ça n'existait pas. Elle est avant tout la directrice d'une entreprise de technologie et quelqu'un d'extrêmement doué en robotique. Je veux dire, elle est tellement douée qu'elle a été capable de développer une technologie qui exploitait l'énergie et son corps pour lui donner le contrôle sur une armée de robots, comme si c'était son pouvoir naturel alors qu'on est plutôt sur un pouvoir à la Iron Man. Mais surtout, dans cette histoire, ce qui va se jouer, c'est une guerre de contrôle et d'information. Et à ce petit jeu-là, Saya, elle est prête à utiliser tout ce qu'elle a à sa disposition. Elle ne va pas hésiter une seule seconde à placer justement un espion dans la zone de confort de Cindy pour essayer de récupérer un maximum d'informations. Elle va aussi exploiter un démon qui répond au nom de Kasha pour pouvoir soumettre les gangs à sa volonté, alors que Cindy, elle n'exploite qu'une seule chose, ses compétences, pour faire en sorte que la guerre n'explose pas dans les rues de New York. Ce qui est intéressant, c'est que ce chat démon, Kasha, on le retrouve sur l'illustration d'une autre carte amélioration qui s'appelle Être plus malin. Et comme la toile organique, cette carte vient bonifier. Alors par contre, la toile organique le fait de façon permanente, alors que là, potentiellement, vous ne pourrez l'utiliser qu'une seule fois, puisque c'est une amélioration que vous allez devoir incliner, mais elle vient bonifier votre caractéristique de contrôle en fonction des informations que vous aurez stockées sous votre carte personnage. Voilà, 2 cartes qui font référence à ce volume qui parle de contrôle et qui joue sur le contrôle de votre personnage. Si c'est du hasard, c'est vachement bien fait. Surtout que cette caractéristique, c'est celle qui vous permet de ralentir le plan du méchant et donc d'une certaine façon de garder le contrôle sur la partie. Bon, je vous propose qu'on laisse là la toile organique, on reviendra dessus un peu plus tard, et on va s'intéresser à une autre carte qui fonctionne quasiment comme Être plus malin, mais qui vient, elle, bonifier la caractéristique d'attaque de notre héroïne, à savoir ses griffes d'araignée. Alors ça, c'est l'une des rares améliorations qu'elle va obtenir à partir du moment où elle va partir en solo. Et elle les a sorties dès son premier affrontement, celui contre le fameux Dragon Claw, et comme vous pouvez le constater sur cette illustration, ces dernières font directement partie de sa tenue. Jusqu'à présent, elle s'était toujours battue face aux minions avec ses poings, n'utilisant généralement qu'une seule arme, sa toile organique. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que se battre avec ses poings, c'est déjà pas mal, sauf que contre des hommes en armure ou des robots, c'est tout de suite un petit peu plus compliqué. Mais surtout, même si cette carte porte le trait arme, on n'est pas du tout dans le même cas que Wolverine, c'est pas des griffes qui sortent des mains, ni ses ongles qui poussent. Non, ici c'est un construit qu'elle va tisser directement sur sa tenue, c'est-à-dire que ses griffes sont sa toile d'araignée. Alors, ne me demandez pas comment elle fait pour rendre des fils de soie tranchants, tout ce que je peux vous dire c'est que c'est clairement très efficace, parce qu'à un moment donné elle va se faire attraper par un robot de l'Hydra et elle va littéralement déchiqueter la machine. Voilà, du coup, c'est plutôt cool, on va pas se mentir, surtout que y a une petite référence sur la carte à ceci, puisque en plus du trait arme, quand vous activez cette amélioration, vous allez gagner le trait perçant, ce qui va vous permettre justement de vous débarrasser des armures des minions, à savoir les cartes d'état tenace. Voilà, donc ça, en termes de gameplay, on aime bien. Bon, vu qu'on a une amélioration pour le contrôle, une autre pour l'attaque, il était tout à fait normal qu'on en ait une qui s'occupe de la défense. Et cette dernière, elle fait référence à un pouvoir que Cindy partage avec Peter, à savoir les fameux réflexes d'araignée. Mais bon, par contre là on est sur un pouvoir défensif qui a aussi une capacité de récupérateur d'informations, puisque quand vous allez l'activer, vous allez pouvoir prendre la carte qui est sur le dessus de la défausse du deck rencontre pour pouvoir l'insérer sous votre carte personnage. Pourquoi ?
Eh ben, comme on l'a dit dans la discussion sur le sens de l'araignée, ce dernier, Cindy, a tendance à l'utiliser pour pouvoir se défendre. Voilà, on voit ici le lien, c'est plutôt bien exprimé. Alors c'est pas la seule chose, et pour cela, on va aller regarder du côté justement de l'illustration. Et je vais vous avouer, c'est celle que j'ai le plus galéré à trouver, parce que elle fait partie d'un recueil spécial qui s'appelle Marvel's Voice Identité. Alors les Marvel Voice, ce sont des recueils de petites histoires qui concernent toutes sortes de héros de l'univers de Marvel, mais qui ont été réunis autour d'une même thématique. Et ici, la thématique, c'est l'identité asiatique des super-héros. Et Cindy va d'ailleurs partager la vedette de son histoire avec le Hulk coréen qui répond au nom de Amadeus Cho, alias Brown. Alors, il faut savoir que les deux jeunes gens se sont rencontrés lorsque Silk a intégré l'équipe des nouveaux agents d'Atlas, et ils ont vécu une petite idylle amoureuse qui semblait s'être terminée avec le départ de Cindy de cette équipe. Mais bon, vu que cette histoire se passe chronologiquement après les événements du volume 3, tiens, voilà un autre hasard, ou alors pendant, eh ben, il semblerait que Amadeus soit toujours amoureux d'elle. Et justement, il organise un petit rencard au pied de la Statue de la Liberté, et malheureusement, il va se faire interrompre par un méchant qui s'appelle Scarecrow. Alors, sachez juste que ce méchant-là, il est super agile, en termes de pouvoir c'est un peu bizarre parce que au début c'est qu'un simple humain, mais il finit par avoir des pouvoirs d'une autre façon. Mais bon voilà, il est extrêmement agile, et à un moment donné, Cindy, oui je vais vous spoiler la fin parce que de toute façon c'est une toute petite histoire et je suis pas sûr qu'elle ait un grand intérêt, mais bon, Cindy va réaliser qu'il n'y a qu'un seul moyen de l'arrêter, c'est de le clouer au sol. Et pour ce faire, elle va devoir esquiver l'une de ses attaques, balancer deux toiles qui vont venir se coller sous ses semelles et qui vont l'immobiliser assez longtemps pour que Amadeus lui assène une bonne droite. Et ça montre quelque chose d'assez intéressant chez Cindy, c'est que elle ne fait pas que se défendre. Généralement, elle utilise sa capacité à esquiver ou à encaisser pour analyser les attaques de son adversaire et trouver comment pouvoir y répondre de la façon la plus efficace. Donc voilà, le fait qu'on soit sur une amélioration qui soit un générateur d'informations, c'est plutôt fluff. Bon. Par contre, vous repérez tout de suite une thématique entre ces trois améliorations, c'est qu'elles sont toutes dépendantes de la carte personnage de Silk. Et si malheureusement vous activez votre héros pour utiliser l'une de ses compétences, vu qu'elle va s'incliner, elle ne sera plus disponible, et donc vous allez vous retrouver avec des améliorations que vous ne pourrez pas utiliser. Bon, et ben ça tombe bien, puisque sur la carte de la toile organique, on a une action qui nous permet contre le sacrifice d'une information de redresser notre héros pour pouvoir faire une deuxième action. Alors, quel est le lien entre le fait de pouvoir être de nouveau disponible et la perte d'informations? J'aurais envie de vous répondre à coup de principe de surcharge cognitive et tout ça, mais ça serait trop compliqué. Je préfère juste vous dire, une fois de plus, on est dans de la nécessité de gameplay. Si ça avait été gratuit, ça serait trop fort. Donc voilà, il fallait bien un coup. Mais ça montre à quel point l'outil qu'est la toile est essentiel au totem araignée. Effectivement, il l'utilise pour se sortir de pas mal de situations. Que ça soit pour attaquer, tirer un objet, engluer un adversaire, la toile, elle est centrale chez eux. Et encore plus chez Cindy, parce que elle est capable de la générer organiquement. Comment? Eh bien, tout simplement, elle a des petites glandes qui se trouvent dans l'extrémité de ses doigts qui vont générer des fils de soie, ce qui veut dire que potentiellement, elle peut tisser 10 toiles en même temps et faire des construits tout à fait impressionnants, comme sa tenue, ses griffes, ou encore, à un moment donné, elle a besoin de sauter dans le vide, et ben, elle va se tisser un parapente. Voilà, juste ça. Moi, personnellement, je trouve ça très impressionnant. Et chez Cindy, son meilleur atout pour garder un certain contrôle sur la situation, ça reste sa toile organique, et je trouve que c'est bien ce que traduit la mécanique que Tommy Franchi a mis sur cette amélioration. Bon, il nous reste une carte amélioration à traiter, c'est celle qui fait référence au seul pouvoir qui n'est pas dû à la morsure d'araignée, c'est la fameuse mémoire édétique, c'est un pouvoir que Cindy possède depuis sa naissance et qui pourtant dans les comics est quand même sous-utilisé.
Et c'est dommage parce que la mémoire eidetique, c'est ce qu'on appelle aussi la mémoire absolue ou la mémoire photographique, hein, c'est-à-dire c'est la capacité qu'ont quelques rares individus d'enregistrer un flot assez impressionnant de données, mais surtout avec une précision qui est juste hallucinante. Et ça, quand on voit comment Sebastian Guido Bono l'a traité dans son illustration, on ne peut pas s'empêcher de se dire que ça donnerait plein de situations extrêmement intéressantes. Sauf que, je l'ai dit, c'est un peu sous-exploité dans les comics, et c'est peut-être dû au fait qu'un personnage comme Silk a quand même beaucoup de compétences. Bon, en termes de gameplay, par contre, Tommy Fanchi a fait un truc assez intéressant puisqu'il a créé un sentiment de déjà-vu. C'est-à-dire que cette amélioration, vous allez pouvoir l'activer lorsque vous allez piocher une carte rencontre que vous allez pouvoir échanger avec une carte de la même famille que vous aurez préalablement stockée sous votre carte personnage. Voilà, donc ça donne ce sentiment de déjà-vu, comme je disais, puisque vous affrontez une première fois une difficulté et cette difficulté revient. Par contre, il faut reconnaître que justement ce design, il correspondrait aussi très bien à ce qu'est le sens de l'araignée. Et d'ailleurs, il n'y aurait pas de souci à appeler le pouvoir de Silk la mémoire eidetique, hein, parce que mémoire et information, ça fait généralement bon ménage. Et peut-être même que ça soulèverait moins de questions. Mais pour moi, ça signifie surtout que le sens de l'araignée, c'est certes quelque chose qui a une dimension biologique, mais ça a surtout une dimension psychique. Et donc voir les deux travailler ensemble et être très proches l'un de l'autre, c'est plutôt normal. Bon, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais à l'inverse des autres cartes amélioration, cette dernière n'est pas juste disponible quand vous êtes sous votre forme de héros. Non, elle est aussi accessible lorsque vous êtes sous votre forme d'alter ego. Et ça c'est bien normal puisqu'elle fait référence à un pouvoir que Cindy possède depuis qu'elle est née. Bon, je vous propose maintenant qu'on s'intéresse aux cartes événements et on va commencer avec celui que vous voudrez avoir le plus rapidement en main lorsque vous jouerez le personnage de Silk. Heureusement, c'est une carte que vous avez en double exemplaire qui s'intitule Feutré comme la soie. Mais surtout, c'est l'outil le plus efficace qu'elle possède pour aller récupérer la carte rencontre dont elle a besoin, tout simplement parce qu'il vous offre un choix de sélection dans ce que vous voulez obtenir. Maintenant, vous vous souvenez quand je vous disais en introduction que par moment, le jeu, quand il essayait de communiquer, il n'était pas toujours très simple à suivre. Cette carte en est un très bon exemple, puisque l'action qui vous est proposée, c'est, comme je vous le disais avec le sens Silk, c'est une action qui symbolise la récupération d'informations. Et quel est le lien entre cette récupération et la toile d'araignée qui est clairement présente et dans le titre et dans l'illustration, ce lien, il n'est pas naturel à faire. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on mette tout de suite de côté le titre, tout simplement parce que si on voulait avoir une discussion sur ce dernier, on finirait forcément par parler de choix de traduction, et si par moment dans le jeu, il y a des choix qui sont clairement discutables, c'est le cas par exemple avec la carte que je vous ai présentée tout à l'heure qui s'appelle le Spider Signal, puisque l'illustration de cette carte et d'ailleurs son titre en VO font clairement référence au sens de l'araignée, alors que, je le rappelle, le Spider Signal n'a rien à voir avec ce pouvoir, il s'agit tout simplement d'un gadget que possédait le premier Spider-Man. C'était une petite lumière qui était dans sa ceinture et qui avait pour seul objectif que d'avertir ses ennemis de sa présence, donc rien à voir. Ici, on est dans un choix qui peut-être n'est pas le meilleur, mais est-ce qu'un autre aurait mieux fait la job ? J'en suis pas sûr. Du coup, j'ai l'impression qu'on se retrouvait dans une discussion un petit peu stérile. Je préfère me concentrer sur l'illustration, surtout que cette dernière a beaucoup de choses à raconter. Alors, c'est une illustration vraiment particulière. Comme vous avez pu le constater, il y a des îles qui flottent, c'est un petit côté onirique. Mais vous allez voir, en fait, tout a un sens. Notamment, vous vous souvenez peut-être du moment où je vous parlais du fait que Silk avait réalisé des parapentes grâce à sa toile, grâce à ses constructions en toile organique, c'est exactement ce qu'elle est en train de faire sur cette dernière. Cette illustration, elle provient du 12e numéro du 2e volume de la série Silk. On est sur un numéro charnière puisque
Cindy vient enfin de récupérer sa récompense pour avoir travaillé avec le Shield. Puisque, à l'origine, quand Mockingbird était venu la recruter, elle lui avait fait la promesse qu'en échange de ses services, l'agence lui permettrait de trouver des informations sur la localisation de ses parents. Et justement, elle vient d'apprendre que nos deux scientifiques, un peu trop motivés par leur quête de trouver un remède à ses pouvoirs, se sont engagés dans la zone négative. Du coup, elle va prendre deux de ses amis et va décider de les suivre. Alors, vous êtes peut-être en train de vous demander, c'est quoi la zone négative? Il s'agit, dans l'univers de Marvel, d'une dimension parallèle à la Terre originelle, à savoir la Terre 616, qui est essentiellement composée d'antimatière, ce qui fait que ces lois physiques sont un petit peu particulières, d'où les fameuses îles qui flottent. En fait, je crois qu'on pourrait même littéralement dire qu'il n'y a pas de loi physique dans ce monde-là. Mais bon, c'est toute une discussion qu'on n'aura pas maintenant. Pour en revenir à Cindy et à ses deux amis, lorsqu'elles pénètrent dans la zone négative, elles vont finir par trouver le camp de base de ses parents, sauf que ce dernier est vide et le seul indice qui a été laissé sur place, c'est un parachute qui semble indiquer que nos deux scientifiques ont fait le grand saut dans le vide, sûrement attirés par un monde qui se trouvait en contrebas. Du coup, pour avoir plus d'informations, Cindy décide de faire les fameux parapentes. Voilà, donc on est bien sur une histoire dans laquelle Cindy a utilisé ses construits pour pouvoir récupérer de l'information. Et une fois de plus, ça montre ce que je vous disais tout à l'heure, elle utilise souvent sa toile organique pour garder le contrôle sur les situations. Bon, c'est un des rares moments dans cette vidéo où je vais me permettre de faire ça, je vais faire une petite critique, parce que si je trouve l'easter egg assez cool, il en reste que pour moi, il y a un autre événement qui aurait fait un lien beaucoup plus clair entre le nom et l'action de cette carte. C'est un événement qui se trouve dans le 6e numéro du volume 3 de la série The Amazing Spider-Man. Dans une scène, on a tout simplement Cindy qui explique à Peter que le sens de l'araignée, c'est comme une toile psychique qui se répand à travers le monde et que si son pouvoir à elle est plus impressionnant que celui de l'homme araignée, c'est tout simplement parce que sa toile psychique est beaucoup plus longue. Voilà, c'est simple, c'est clair et en plus ça fait un lien avec le sang Silk, donc du coup je me dis que ça aurait été mon choix. Bon, peut-être que Tommy Franchi n'aurait pas été d'accord avec moi, et peut-être que c'est lui qui aurait raison, mais voilà, je voulais vous partager cela. Bon, je vous propose qu'on passe à la deuxième carte événement, celle-ci vous l'avez en 3 exemplaires, elle s'intitule Coup de chausson en balancier, et il y a un petit easter egg dans cette dernière, alors pas dans l'illustration cette fois-ci, puisque cette dernière fait simplement référence à un affrontement entre Silk et les membres de la Nation des Bouffons. Non, cette fois-ci c'est dans le titre, tout simplement parce que ce dernier fait référence à une carte événement qui se trouve dans le set de Spider-Man et qui s'intitule Coup de pied en balancier. Alors pourquoi on a ce petit easter egg? Et bien là il faut revenir au numéro 3 du 3e volume de la série The Amazing Spider-Man, un moment où Cindy est encore enfermée dans son bunker et on la voit justement s'occuper en regardant une vidéocassette sur laquelle a été enregistré un affrontement entre Spider-Man et Electro. Voilà, c'était comme ça qu'elle s'entraînait à l'époque, donc du coup qu'elle ait des techniques qui soient assez proches de celles de Peter, c'est assez logique. Bon, il y a autre chose sur cette carte, le fait que de façon flat, elle fasse 7 dégâts à ses adversaires, alors que la carte de Peter va en faire 8, ça semble confirmer ce que je vous disais tout à l'heure, le fait que Peter Parker était plus fort qu'elle. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le coup de chausson en balancier, vous pouvez sacrifier une des cartes que vous aurez stockées sous votre carte identité pour augmenter votre total de dégâts de 2 points, le faisant passer à 9, et à ce moment-là, vous prenez le dessus sur la carte de Peter, ce qui montre bien que la plupart du temps, quand ils se sont affrontés tous les deux, c'est elle qui a eu le dessus. Voilà, alors c'est peut-être une fois de plus qu'un hasard, mais moi je trouve que c'est un hasard qui sonne plutôt bien. Je vous propose qu'on termine cette partie avec la carte qui s'intitule Collé au mur, que vous avez en double exemplaire et qui est un événement qui vous permet dans un premier temps d'agir sur une manigance et comme c'était le cas avec Coup de chausson en balancier, si vous sacrifiez une des cartes que vous avez préalablement stockées sous votre carte identité,
vous pouvez agir soit sur la même manigance, soit sur une autre manigance. Et ça, le fait de pouvoir agir potentiellement sur deux branches du plan du méchant en même temps, ça fait potentiellement de cette carte la plus puissante de son set. Et le fait que justement une action aussi forte soit associée à un pouvoir aussi simple qui est possédé par l'ensemble des totems araignées, puisque tous peuvent adhérer à toutes sortes de surfaces, moi je trouve ça très intéressant parce que souvent dans les comics c'est comme ça que les totems araignées arrivent à prendre l'avantage sur leur adversaire. Alors je sais ce que vous allez me dire, ça dépend de l'adversaire, bien sûr, mais très souvent ça passe et ça donne des scènes de combat qui sont vraiment très cool. Sauf que ici, ce qui est encore plus intéressant, c'est l'illustration. Alors, dans un premier temps, on pourrait se dire qu'ils ont juste choisi un moment où Cindy était justement collée à un mur. Oui, mais en fait, c'est pas n'importe quel moment. On est vraiment dans une situation où Cindy est prise par un dilemme. En fait, elle vient d'apprendre où se trouvait son frère et elle veut le rejoindre parce qu'elle a appris en même temps que son monde était en train de vivre ses derniers jours. En fait, cette illustration, elle provient du 7e numéro, celui qui vient conclure le premier volume de la série Silk. Et justement, si ce volume s'est terminé, c'est à cause d'un événement célèbre dans l'univers de Marvel qui s'intitule Secret War. Un événement qui a provoqué la destruction de l'intégralité des mondes qui étaient compris dans cette licence. Et donc, Silk, bien qu'elle veuille rejoindre son frère pour passer ses derniers instants avec lui, elle est en permanence interrompue par des gens qui lui demandent de l'aide. Donc elle est vraiment tiraillée entre le fait qu'elle soit une héroïne et qu'elle doive porter secours aux gens, et le fait que, personnellement, là où elle a envie d'être, c'est avec Albert. Et du coup, avoir une carte qui représente un moment aussi fort dans l'histoire de Silk, qui est rattaché à une action qui est aussi forte, je trouve que c'est un joli clin d'œil. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais moi j'aime beaucoup cette carte. Même si c'est vrai que l'illustration, les goûts et les couleurs, il n'en reste que le moment. Voilà, passons à la suite. Bon, avant justement de passer à la face forme d'alter ego de votre carte personnage, intéressons-nous à un petit point qui a fait beaucoup polémique, l'absence d'alliés signature. Alors c'est pas la première fois que ça se produit, mais comme d'habitude ça fait beaucoup parler, et il faut savoir que souvent, du point de vue de la licence, quand ils font le choix de ne pas mettre d'alliés signature, ça s'explique. Par exemple, il y a le cas de Hulk, c'est une bête sauvage qui est assez asociale, donc voilà, c'est assez logique. On a aussi l'agent Venom, bien qu'il ait rejoint les Gardiens de la Galaxie, il faut savoir que un symbiote généralement a pour seul ami ou pour meilleur ami son hôte, et ici c'est Flash Thompson, donc c'est normal que Venom n'ait pas non plus d'allié signature. Après, il y a d'autres cas, comme par exemple Groot et Rocket Raccoon, ou encore Miles Morales et Gwen. On a bien compris que si eux n'avaient pas d'allié signature, c'est parce que leur designer voulait inviter les joueurs à les jouer en équipe. Et ils sont très vite revenus sur leur décision, alors peut-être à cause du manque de popularité de ces cartes, ou alors parce qu'ils se sont rendus compte que c'était pas évident à jouer en solo, je sais pas. Mais si on prend par exemple plus récemment le cas de Nick Fury et de Maria Hill, chacun est l'allié signature de l'autre. La question c'est, vu que Silk elle a une carte en équipe avec Peter Parker, pourquoi ils sont pas allés dans la même direction? Mais personnellement, quand je regarde cette carte de beaucoup plus près, une carte qui s'intitule d'ailleurs journaliste d'investigation, je me demande vraiment s'ils voulaient les faire travailler en duo. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que je ne comprends pas la ref du travail de Ali Presswick. Parce que je n'ai jamais vu Peter et Cindy travailler ensemble pour le même média. En fait, quand Cindy rencontre Peter, il n'est plus photographe pour le journal Daily Bugle, il est devenu le patron de sa propre entreprise. Et quand elle, par la suite, va justement rejoindre la chaîne Fake News pour devenir journaliste, il ne la suit pas. Donc voilà, je ne sais pas à quoi cette illustration fait référence. Et surtout qu'il faut prendre quelque chose en considération lorsque l'on parle de la relation que Peter a avec Cindy. Quelque chose que a induit
Dan Slott, et qui a amené à des situations, et même, je veux dire, qui a rendu leur relation un petit peu étrange, hein. C'est le fait qu'ils sont tous les deux attirés l'un vers l'autre de façon irrémédiable et surtout incontrôlée. Alors Cindy, à un moment donné, elle va l'expliquer, hein, c'est à cause du fait qu'ils ont été mordus par la même bébête et du coup, leur sens de l'araignée a tendance à connecter et les attire l'un vers l'autre. Et ça donne des scènes du style, on a un moment où Cindy est extrêmement fâchée après Peter parce qu'il lui a caché une information, alors elle va lui sauter dessus, on pense qu'elle est en train de l'agresser et très rapidement ça tourne en débat sur les toits de New York. Voilà, hein, vous comprenez ce que je veux dire par scène un peu embarrassante. Je veux dire, l'attraction est si forte que ça va finir par les handicaper dans leur travail de héros et qu'ils vont choisir de se séparer. C'est peut-être pour ça qu'il est logique que Peter Parker ne soit pas son allié signature, plus que pour la volonté de les faire travailler en duo, ou encore parce qu'il existe un très bon Peter Parker qui fait un très bon allié dans l'affinité basique. Voilà. Par contre, il y a deux autres personnages qui auraient pu justement briguer le poste, hein. Tout d'abord, il y a Felicia Hardy, alias Black Cat, hein. D'ailleurs ça aurait été marrant puisque c'était aussi l'allié de Peter, hein. Ça leur aurait fait une autre carte en commun. Et justement, lorsque Cindy a travaillé sous couverture pour le Shield, elle a lié une relation amicale avec la voleuse. Bon, par contre là aussi c'est logique que ça soit pas elle, vu que cette relation a mal tourné le jour où Felicia a découvert qu'en fait Cindy travaillait pour le Shield, et ça a terminé plus qu'en eau de boudin. Il y a un autre candidat, c'est tout simplement Spectro, alias Hector Cervantes, hein. Alors c'est un personnage qui va intervenir à plusieurs moments dans le volume 2 pour aider Cindy. Il a comme pouvoir le fait qu'il a un corps spectral, c'est un personnage assez particulier, mais surtout il faut savoir que c'est l'ancien petit ami de Cindy à l'époque où elle n'avait pas encore été mordue par cette fameuse araignée radioactive. Et le pauvre, hein, il s'est fait larguer le jour où Cindy a suivi Ezekiel, mais en plus il s'est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment, hein, c'est-à-dire en plein milieu d'un rituel, ce qui a fait qu'il s'est retrouvé bloqué entre la mort et la vie, et qui lui a donné ce pouvoir assez particulier. De plus, il est toujours amoureux de Cindy, c'est pour ça qu'il l'aide, et les deux vont nouer une relation plus qu'amicale. Bon, finalement il n'a pas été retenu, et ça aussi ça peut s'expliquer par le fait que assez rapidement, avec la fin du volume 2, il finit par disparaître. Mais d'un autre côté, le fait que Cindy soit capable juste d'établir une relation avec un être qui est non vivant, c'est peut-être révélateur de son état d'esprit. Il ne faut pas oublier qu'elle souffre d'anxiété sociale, et donc établir des liens avec les gens, ce n'est pas si simple pour elle. Et surtout, la plupart du temps, hein, même si elle a travaillé en équipe avec pas mal d'héros, on sent bien qu'elle n'est pas toujours à l'aise dans ce genre de situation, et qu'elle préfère bosser soit en solo, duo ou trio, mais rarement plus. Et en plus, elle a eu pas mal de déboires avec pas mal de héros, hein, donc au bout d'un moment, même si dans sa vie ça va beaucoup mieux grâce au travail qu'elle fait avec le docteur Sinclair, elle préfère trouver des relations auprès des civils plutôt qu'auprès des héros. Sauf que les civils, ça fait pas de très bons alliés. Ça fait de très bons soutiens, et justement, passons à la forme alter ego de Silk, à savoir Cindy Moon. Quand je vois cette carte, je vous le dis, j'ai vraiment envie de vous parler de l'illustration. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit que Silk allait exercer la fonction de journaliste, hein, et notamment pour la chaîne Fake News. Et ici, on a donc de nouveau une œuvre de Bruno Frendra qui la représente en plein travail. Et je trouve l'illustration plutôt cool. Mais surtout, elle ne représente pas la Cindy qui travaille pour la chaîne de télé. Non, là, on est sur une Cindy qui bosse pour un autre média, et même plus particulièrement pour un web média, qui répond au nom de Threats and Menace, hein, et donc ça nous indique qu'on est sur la Cindy qui œuvre dans le volume 3 de la série. Alors, comment je le sais? En fait, c'est la petite veste rouge. Alors, pas que la veste, hein, c'est toute la tenue en fait.
C'est un cadeau qui lui a été fait au tout début du premier numéro de ce volume, hein, lorsqu'elle empêche justement une boutique de se faire cambrioler. Et d'ailleurs, il faut savoir que c'est cette fameuse petite veste rouge qu'elle va porter le jour de son rencard avec Amadeus Cho. Donc voilà, ça c'est du travail d'enquête, hein. Et d'ailleurs, on va même aller plus loin, puisqu'il y a une autre illustration qui montre Cindy en train de travailler. C'est celle de la carte qui s'intitule « À la recherche du scoop ». Ici, on est sur une œuvre de Robin Fraune. Et cette silk-là, ce n'est pas celle du volume 3, mais bien celle du volume 4. Je me sers toujours de la tenue pour le savoir, et ça, ça c'est du vrai travail de journalisme. Voilà. Bon, l'information ne sert à pas grand-chose, hein, puisqu'elle travaille toujours pour le même web média, mais je voulais me la péter un petit peu, voilà, on fait ce qu'on peut. Bon, par contre, justement, cette thématique du journalisme, du côté de son alter ego, ça va être très présent. Alors, ça va être une vision qui va être très basique, hein, qui nous est offerte par Marvel Champions et Tommy Franchi, puisque ici, sa mécanique va tout simplement lui permettre de pouvoir échanger une information contre le fait de piocher une nouvelle carte et l'ajouter à sa main. Donc voilà, c'est soit de la ressource, soit de l'information, hein. Vous gérez ça comme vous voulez. Et c'est là où peut-être on se rend compte une des limites du média, bien que je pense que ce jeu aurait pu aller un petit peu plus loin, mais bon, ça reste un jeu, ça ne peut pas aller aussi en profondeur que ce que font les comics, et c'est peut-être aussi une problématique que le jeu, malgré tout ce qu'il essaye de dire, il ne communique pas toujours l'envie d'aller voir du côté des bandes dessinées pour en lire beaucoup plus. Mais c'est un petit peu dommage, parce que avec Silk, ils en racontent des trucs sur le journalisme. Alors, je sais pas si leur vision elle est exacte, hein, je veux froisser personne, mais voilà, ils essayent d'en faire un petit peu quelque chose, et moi j'aime bien quand, justement, dans les histoires de Marvel, les héros ont des vrais boulots, parce que, comment dire, c'est un peu comme quand les acteurs mangent dans les films, ça rend leurs personnages plus humains et plus accessibles. On se sent tout de suite plus proche d'une Cindy Moon ou d'un Matt Murdock que d'un Tony Stark, bien que techniquement, ce dernier aussi a un boulot, mais bon, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Bon, il y a autre chose sur cette carte sous sa face alter ego, il y a le fameux trait génie, et ça a fait quand même pas mal parler. Pourquoi ? Une fois de plus, parce qu'on a une conception que le jeu nous a amené de ce terme, qui fait que ceux qui possèdent ce trait, généralement, ce sont soit des gens qui ont inventé des choses, hein, comme par exemple Tony Stark, ou encore de célèbres scientifiques comme Bruce Banner, et donc quelque part des gens qui ont inventé des choses. Le truc, c'est que Cindy, elle n'invente rien. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, elle n'a pas besoin de créer des gadgets comme Peter Parker. Et du coup, est-ce qu'elle mérite ce trait ? Alors, la question se pose, et j'ai envie de dire, est-ce que justement la présence de ce trait n'est pas pour nous faire remettre en question notre conception de ce dernier ? Oui, je vous refais le coup que je vous ai fait tout à l'heure avec le sens de l'araignée, mais très honnêtement, j'ai vraiment envie de discuter ce point, parce que s'il y a un message qui est porté par le personnage de Cindy, c'est que c'est quelqu'un qui renverse ses a priori. J'avais un de mes profs de psychologie qui, lors d'un cours sur l'intelligence, nous avait parlé de ce que lui appelait le problème de Sherlock Holmes. Est-ce qu'on peut considérer Sherlock Holmes comme un génie si tout le monde le dit, mais que lui ne crée rien ? Alors, je sais, certains vont me dire, oui, mais si Sherlock Holmes, il a créé des méthodes d'enquête et tout ça, ok. Non, mais partons du principe qu'il n'a rien inventé. Et que tout le monde dit que c'est un génie, est-ce qu'on peut le considérer comme tel ? Et sa réponse avait été, tout dépend de la définition que vous donnez à ce mot. Pour l'instant, le jeu, lui, n'a qu'une seule définition, c'est celle que je vous ai dit, hein, c'est soit des scientifiques, soit des gens qui ont créé des choses. Sauf que Marvel, c'est censé être un univers qui ressemble au nôtre, avec des héros qui se promènent dedans. Et dans notre univers, le mot génie, il a passé ce cap de juste désigner des inventeurs. Et je vais même aller plus loin, à la base,
Le mot génie ici, il n'est que pour traduire le mot anglais genius, et quand on va voir dans un dictionnaire anglais, comme vous pouvez le voir à l'écran, ça fait plus référence à des capacités et des compétences extraordinaires que à la possibilité de pouvoir créer quelque chose. Et donc, la résolution du problème de Sherlock Holmes, c'est que, certes, Sherlock Holmes n'invente rien, mais puisqu'il possède la capacité qui lui permettrait de le faire, alors on doit le considérer comme un génie. Et c'est exactement le cas de Cindy. Cindy, elle a tout d'abord pour elle sa fameuse mémoire édétique, faut pas l'oublier. Et surtout que la mémoire, c'est une forme d'intelligence. Et croyez-moi que dans ses études, ce petit pouvoir lui a ouvert certainement pas mal de portes et facilité pas mal d'examens. Mais surtout, on apprend assez rapidement dans les comics qu'elle aurait potentiellement un coefficient intellectuel qui serait très voisin de celui de Peter Parker qui, justement, invente des gadgets. Donc, elle aurait pu suivre la voie de ses parents, devenir une scientifique, voire suivre celle de Peter et inventer des choses, même peut-être celle du Docteur Octopus, et travailler, ou de Saya, et de travailler dans la robotique, sauf que elle a passé 10 ans enfermée dans un bunker. Et ça, là, pour passer son diplôme du MIT, ça facilite pas les choses. Mais surtout, en fait, il ne faut pas oublier qui Cindy est. Et s'il y a quelque chose que justement Robin Thompson a vraiment clamé durant toute sa série en solo, c'est que Silk, ça a toujours été une personne qui a été plus attirée par les activités physiques que par ses activités scolaires. Et c'est même la base de sa dispute avec sa mère. C'est comme ça qu'elle va se retrouver punie par cette dernière et obligée d'assister à la visite justement de la fameuse exposition sur la radiation qui va amener la morsure, etc., etc. Cindy, c'est un personnage qui certes a des capacités, mais elle utilise ses capacités dans ses actions. Et ce qui est intéressant avec Marvel Champions, c'est que des fois, c'est dans les détails que le jeu parle le plus. Ici, vous pouvez le constater sur ce tableau. Justement, on comprend sa définition de son trait génie, puisque elle a finalement autant d'icônes d'énergie mentale que d'icônes d'énergie physique. Voilà, passons à la suite. Allez, c'est le moment de parler des deux fameux civils qui accompagnent Silk. Alors, je devrais plutôt dire individus parce que c'est ça le trait qu'il y a sur leur carte, les deux fameux soutiens. Et on va commencer avec celui qui ne pouvait pas ne pas avoir sa place dans son deck. C'est son frère, Albert Moon Jr. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que le moment des retrouvailles entre le frère et la sœur, il était très tendu, parce que ça arrive en même temps que la réinitialisation des univers Marvel à cause du Secret War. Mais il faut savoir aussi que à partir du moment où Cindy retrouve Albert, elle ne va plus le quitter. Et leur relation va devenir vraiment très très forte. Et l'illustration que vous avez sur cette carte, c'est le moment où cette relation va arriver à son zénith d'une certaine façon, puisque c'est une scène que vous retrouvez dans le numéro 18 du deuxième volume de sa série en solo, où le frère et la sœur vont décider de prendre un appartement en colocation et donc de vivre ensemble. Et vous savez, il y a une question qui revient souvent dans les comics, c'est si les héros sont là pour nous sauver, qui sauve les héros? Et parfois la réponse, c'est des individus tout à fait ordinaires. C'est par exemple le cas pour Spider-Man, puisque qui sauve Spider-Man, c'est soit Mary-Jane, soit Tante May, et je pense que c'est même plus souvent Tante May, c'est pour ça qu'on la retrouve en tant que soutien de notre Peter Parker. Et pour Cindy, qui c'est qui la sauve? Eh ben c'est Albert. C'est lui qui va prendre soin d'elle, qui va lui faire à manger, il va l'écouter, et comme il sait que c'est elle, Silk, elle peut lui confier des choses qu'elle ne peut pas discuter avec sa thérapeute. Et vraiment, Silk, elle va la plupart du temps se décharger sur son frère, et lui va la réconforter de la même façon que Tante May réconforte souvent Peter. Et j'aime voir que le jeu a donné à ces deux soutiens une mécanique qui permet aux héros de pouvoir se soigner sans avoir à utiliser
leur capacité de récupération, parce que je trouve que ça illustre bien la relation qu'il y a entre ces personnages. Alors, soigner, ce n'est pas tout ce que fait Albert, hein. En fait, il va offrir à Cindy un choix, soit de se soigner, et c'est en fonction des cartes qu'elle va avoir amassées sous sa carte personnage, ou alors il va lui permettre de récupérer une information. Et là, il faut se poser la question de pourquoi il lui permet cela. Alors, je vous ai expliqué que les parents de Cindy, ils avaient disparu dans la zone négative. Mais je vous ai pas dit où Albert, lui, était passé. Et c'est ça, en fait, qui est important, puisque on est sur un enfant qui a vécu un double abandon. Déjà de la part de sa sœur, puisqu'elle est partie avec Ézéchiel pour se former, puis ensuite elle a passé 10 ans enfermée dans un bunker, hein, donc ça va mettre du temps avant qu'il y ait des retrouvailles. Mais il va aussi vivre un deuxième abandon, puisque ses parents vont le mettre un petit peu de côté, hein, puisqu'ils sont omnubilés par le fait de trouver un remède pour pouvoir soigner leur fille. Et assez rapidement, Albert va comprendre qu'il doit compter sur lui-même pour pouvoir s'en sortir. Et ça va pas très bien se passer, hein, puisque ses choix de vie vont l'amener directement entre les griffes du gang de la Nation des Bouffons. Et justement, quand Cindy le retrouve, il est dans une chambre d'hôpital parce que son passage dans ce gang va lui avoir laissé des séquelles assez importantes. Et d'ailleurs, il est intéressant de noter que lui aussi, justement pour pouvoir se guérir de ce passage dans ce gang, il va devoir entreprendre un travail sur lui-même. Et on peut constater que plus l'un avance, plus l'autre semble aller mieux dans sa vie. Un petit peu comme s'ils étaient des vases communicants avançant l'un avec l'autre et apprenant à s'épanouir ensemble. Voilà, donc on est vraiment sur une relation frère-sœur qui est assez fusionnelle. Alors, elle est fusionnelle, par contre, elle n'est pas malsaine, hein, elle est plutôt thérapeutique. Donc voilà, hein, c'était impossible de se passer de Albert Moon. D'ailleurs, quelque part, si elle aurait dû avoir un allié signature, ça aurait dû être lui. Parce que il y a plein de moments où il n'hésite pas une seconde à s'impliquer physiquement dans les missions de Silk. Et il finira même par obtenir son heure de gloire dans le 5e volume de la série Silk. Et d'ailleurs, c'est très honnêtement, hein, si vous devez lire quelque chose, alors pour l'instant c'est disponible qu'en anglais, mais c'est la meilleure partie de sa série en solo, parce qu'on se retrouve avec une Cindy qui se retrouve à voyager dans des mondes très cinématographiques, avec des univers tels que du western, des films de zombies et tout ça, c'est très cool, et je vous spoilerai pas pourquoi et ni comment Albert a son heure de gloire, je vous laisserai découvrir tout ça. Par contre, je vais en profiter puisque je pense que je vous l'ai pas dit, mais à partir du volume 3, ce n'est plus Robbie Thompson qui est aux commandes. On va avoir 2 jeunes scénaristes d'origine asiatique, et ça c'est intéressant parce que justement c'est à partir de là que Cindy va d'une certaine façon reconnecter avec sa culture. On a tout d'abord Maureen Gu, je sais pas comment est-ce qu'on prononce son nom de famille, je suis désolé. Et ensuite, pour le volume 4, où justement il y a toute une histoire avec de la magie coréenne et tout ça, et même une malédiction, c'est Emily Kim qui va être en charge de cette série, et c'est aussi elle qui va s'occuper du volume 5. Et j'espère qu'on aura droit à un volume 6, parce que son volume 4 et son volume 5, certes, étaient courts, et c'est leur seul défaut, mais étaient vraiment très chouettes. Bon, je vous propose maintenant qu'on passe à l'autre individu, et lui, vous allez voir, dans l'univers des totems, il est plutôt emblématique, et ça peut même paraître un petit peu étrange de le retrouver avec Cindy, et pourtant, c'est tout à fait logique. Et on retrouve le fameux D. Jonah Jameson, hein, le célèbre patron colérique du Daily Bugle, hein, celui qui va embaucher Peter pour qu'il prenne des photos de Spider-Man, mais qui est surtout connu pour être le principal hater de l'homme araignée, hein, puisqu'on est sur un homme médiatique qui, par moment, ne va pas hésiter une seconde à tordre la vérité pour pouvoir faire... Alors, est-ce qu'on pourrait parler vraiment de diffamation, je dirais plutôt de dénigrement par rapport à l'homme araignée, hein, même quand ce dernier
sauve la vie de son fils ou la sienne. Voilà. Alors, c'est intéressant parce que Jonah Jameson, il est passé par toutes sortes de médias. Il a commencé bien sûr avec le Daily Bugle qui est un journal papier. Par la suite, il va avoir sa propre émission de radio. Hein. C'est même peut-être là où il va être le plus virulent contre l'homme araignée. Et d'ailleurs, c'est marrant hein, parce que ça a donné une carte clin d'œil dans la boîte de campagne Sinistre Motivation, ce qui s'intitule justement Campagne de dénigrement, où on voit sur l'illustration de Scott Dugmon, justement notre Jonah Jameson s'énerver sur son micro, et cette carte elle fait partie du set diffamation, hein, comme ça voilà, la boucle est bouclée. Mais le Jonah qu'on retrouve avec Cindy, il est bien différent, et moi je trouve que c'était une bonne chose parce que j'avais un petit peu l'impression que le personnage au bout d'un moment il tournait en rond et il n'était finalement plus que cette espèce de caricature d'homme colérique qui critiquait tout ce que Spider-Man faisait. Alors, pour comprendre comment on arrive avec un Jonah Jameson bien différent, il faut un petit peu s'intéresser à son parcours de vie. Parce que le bonhomme a vraiment connu les montagnes russes avec les hauts, les bas et les bas les plus catastrophiques. En fait, à un moment donné, il va avoir la possibilité de vendre son journal. Ça va amener des problèmes dans son couple, puisque sa femme ne va pas lui pardonner. Il va même finir par la perdre. Mais il va aussi profiter du fait de ne plus être le directeur du Daily Bugle pour se lancer dans la campagne des élections de la mairie de New York, hein, qu'il va finir par remporter. Et ça, c'est pas rien. Hein. Jonah Jameson, maire de New York, ça en impose. Sauf qu'à un moment donné, parce que chassé le naturel, il revient au galop, il va être pris d'une folie des grandeurs et il va mettre en place dans les rues de la ville une armée de robots chasseurs d'hommes araignées, hein, histoire d'en terminer avec le supérieur Spider-Man. Sauf que le bouffon vert va passer par là, détourner les robots et les retourner contre les citoyens de New York. Et sans, parce qu'on est sur la fin de la série, sans le moment où justement Otto Octavius libère Spider-Man, hein, ça aurait pu virer au cauchemar. Mais bon, voilà, ça a fini par bien se finir pour tout le monde, sauf, bien sûr, vous vous en doutez, pour J. Jonah Jameson qui va devoir abandonner son poste de maire. Et quand Cindy Moon apparaît, il est au fond du trou, du moins c'est ce qu'il pense. Sauf qu'une chaîne de télé qui répond au nom de Fact News va lui proposer de prendre la direction d'une émission. Et justement, quand Cindy se fait embaucher par cette chaîne, elle va rejoindre son équipe, hein, et c'est à ce moment-là où ils vont commencer à établir une relation tous les deux. C'est une relation qui est beaucoup plus douce que celle qu'il avait avec Peter, bien que il y avait quand même des moments où il endossait la figure paternelle pour le jeune photographe. Alors, c'est des moments, certes, qui étaient tendres, mais souvent très très courts. Et il y avait toujours un moment où ça se retournait un petit peu contre Peter. Mais là, on est plus dans une relation de mentorat. Il va vraiment donner les ficelles du métier à Cindy. Il ne va pas hésiter par moment à l'aider. Il va même faire preuve de compassion envers elle, puisqu'il va prendre à cœur sa quête de retrouver sa famille. C'est grâce à lui qu'elle retrouve la trace de Albert. Donc on voit que c'est quand même quelqu'un qui devient très important pour elle. Et par contre, ça va mal se finir avec la chaîne Fact News, puisque à un moment donné, il va faire confiance aux mauvaises personnes, donc il va finir par se faire licencier. Quasiment en même temps que... Alors, Silk, elle se fait pas licencier, elle démissionne, mais voilà, ça se passe quasiment en même temps que le moment où Cindy rejoint l'Académie du Shield. Et quand elle revient dans le volume 3, il va avoir lancé son fameux web média qui s'intitule Threats and Menaces, que l'on peut traduire par danger et menace, ou menace et danger, comme vous voulez. Et elle va venir travailler une fois de plus pour lui, et voilà, elle va occuper cette place jusqu'à présent. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle commence à travailler pour lui, comme je l'ai dit, dès le volume 3, sauf que l'illustration qui est sur cette carte représente le Jonah Jameson du volume 4, celui qui voit la scénariste Emily Kim être en charge de la série.
Et pourquoi je dis que c'est intéressant? Parce que dans cette histoire, il y a un moment donné où Silk va être vraiment en difficulté et auprès de qui elle va aller chercher de l'aide? Eh bien, de Jonah, qui ne va pas hésiter une seconde. Et donc, on voit à ce moment-là que en fait, l'aide qu'il lui apporte n'est pas juste utile à Cindy, ça l'est aussi à Silk. Et justement, c'est comme ça que le personnage a été designé. Et c'est plutôt intéressant, puisqu'il amène deux actions. Une qui peut n'être faite que quand vous êtes en alter ego, et ça va vous permettre d'aller chercher la fameuse carte, chercher le scoop. Et c'est normal qu'il ait cette action, puisque c'est lui le patron, et donc c'est lui qui l'envoie enquêter sur telle ou telle affaire. Puis il y a une deuxième action qui va justement symboliser l'aide qu'il apporte à Cindy, qu'elle peut exercer soit sous sa forme d'alter ego, soit sous sa forme de héros. Et cette action permet tout simplement de pouvoir ralentir les manigances annexes. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais chercher le scoop, c'est une manigance annexe de joueurs. Alors, ça fonctionne comme les manigances annexes de méchants, sauf que quand vous les résolvez, ça vous amène quelque chose de bénéfique. Et d'ailleurs, il y a une action sur chercher le scoop qui est censée symboliser justement l'implication des journalistes dans leur travail, sauf que, en termes de design, elle est très discutable. Et malheureusement, je pense que c'est une action que beaucoup de personnes mettent de côté parce que, y a, notamment avec Jonah Jameson, il y a plus simple à faire en termes de jeu. Mais bon, voilà, là je suis rentré dans l'analyse mécanique, ce que je voulais pas faire. Mais voilà, on a vraiment un Jonah qui symbolise le fait qu'en tant que mentor, il aide Cindy à enquêter. Il y a des moments où c'est elle qui va l'aider dans ses enquêtes et il y a des moments où l'aide, elle est plus profitable à Silk que à Cindy, même si les deux sont la même personne. Donc voilà, on en a fini avec les cartes du set héros de Silk. Il nous reste 3 cartes à voir et elles font toute partie de son set Nemesis. Et là, je vous préviens tout de suite, je vais vraiment beaucoup râler. Ouais. Et non, la Némésis de Silk, ce n'est pas Seiya Ichi, c'est Morlou. Et c'est plutôt logique, vu que l'origin story de Silk baigne dans le Spider-Verse, mais surtout parce que c'est à cause de lui qu'elle a passé 10 ans enfermée dans un bunker. Et le premier qui se réjouit de sa libération, c'est bien lui. Voilà. Donc, il y a du sens à le retrouver en Némésis et avoir des cartes qui font référence justement au Spider-Verse. Bon, du coup, il faut que je vous parle un petit peu des héritiers. C'est un clan de créatures qui sont semblables à des vampires, sauf que eux se nourrissent de l'énergie vitale de leur proie. Leur mets préféré, c'est les totems, et plus précisément les totems araignées, et ce pour 2 raisons. La première, c'est qu'il existe dans cette famille de héros 3 entités, et si les héritiers arrivent à leur mettre la main dessus, ils pourraient déclencher un rituel qui leur permettrait d'augmenter leur puissance. Alors, je le sais, la motivation de l'augmentation de la puissance, c'est une motivation que l'on retrouve chez beaucoup trop de méchants, de super-héros. D'accord. Sauf que chez les héritiers, ça a une certaine logique. Parce que leur puissance, elle est liée à leur fin. Qu'est-ce que je veux dire par là? Déjà, leur puissance, elle est variable en fonction de leur dernier repas. C'est pour ça qu'ils chassent en priorité les totems, et surtout les totems les plus puissants. Mais surtout, cette dernière a tendance à disparaître au fur et à mesure que la faim revient. Du coup, ce sont des créatures qui ont une faim de puissance qui est juste insatiable. Et vouloir plus de puissance, c'est très logique. La deuxième raison pour laquelle ils s'en prennent à cette famille de héros, c'est à cause d'une prophétie qui a annoncé que les totems araignées seraient responsables de la chute du clan. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est pour ça qu'ils en massacrent autant à travers le multivers de Marvel. Maintenant, revenons à Morlun. Le gars est censé être une sacrée menace, c'est une bête féroce. Je veux dire, il a affronté 2 fois Peter, oui, 2 fois, et les 2 fois Peter l'a vaincu, mais à chaque fois, il s'est comporté comme une brute épaisse, il y a même un moment où, lors du 2e affrontement, il va littéralement arracher l'œil de Peter, comme ça, juste pour le déguster, et après il va le laisser partir parce que la police débarque, mais si Peter l'a battu à chaque fois,
Ça lui a coûté énormément. D'ailleurs, lors du deuxième affrontement, il en est même mort d'épuisement. Donc, Morlun, c'est censé, comme je l'ai dit, être une sacrée menace. Alors, comment l'a designé Tommy Franchi ? En fait, sa puissance de frappe est dépendante de la mécanique de Silk. Et plus vous aurez emmagasiné d'informations, donc de cartes sous votre carte personnage, et plus il va être puissant. Le problème, c'est que certes, ça représente le côté variable de sa puissance, même si c'est censé être lié à son dernier repas et à sa faim, et non à ce qu'il considère comme son futur repas. Il en reste que, ça a une certaine logique, il fallait faire rentrer Morlun dans la mécanique de Silk, donc on est dans de la limitation de gameplay. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, il est sur le fait que Silk va augmenter en même temps que Morlun, et donc il n'est jamais la menace qu'il est censé être. Parce que c'est pas ces 5 points de vie qui vont justement faire qu'il va rester longtemps sur la table. C'est assez facile de s'en débarrasser. Et du coup, je suis forcé de constater qu'avec ce design-là, Morlun n'est pas respecté. Voilà, j'ai râlé. Je vais le mettre de côté. Alors, il y a autre chose sur la carte, on va en parler un petit peu plus loin. Mais on va quand même peut-être parler avant quand même de l'illustration, parce qu'elle peut-être expliquer cette faible puissance. Mais voilà, les deux autres cartes sont plus réussies, donc j'arrête de râler. Alors, je vous ai dit qu'on allait parler de l'illustration. Alors, on retrouve Sébastien Guidobono. Et le Morlun qui nous présente, ce n'est pas celui du Spider-Verse. Non. Alors, il faut déjà savoir que dans le Spider-Verse, en fait, Morlun et Silk se sont très peu affrontés. Elle a surtout été harcelée par les deux jumeaux. Et d'ailleurs, ça pourrait être un argument pour discuter le fait de est-ce que c'est vraiment si logique que ça de le retrouver en Némésis. Mais je pense que la discussion irait nulle part, donc aucun intérêt. Alors, le Morlun qui nous présente, c'est celui d'un autre événement que l'on aurait pu appeler le Spider-Verse 2 ou le deuxième Spider-Verse, mais qui porte le nom de End of Spider-Verse. Un événement un petit peu particulier, puisque Morlun se voit contraint, clairement il ne le fait pas par plaisir, c'est parce qu'il est obligé, de faire alliance avec certains des totems araignées, dont Silk, pour pouvoir lutter face à une entité arachnéide qui pourrait bien provoquer leur fin à tous. Et vous connaissez Morlun, il va finir par se retourner contre ses alliés, et là on va avoir enfin un affrontement entre Silk et notre vampire. Voilà, et effectivement dans cet événement il paraît un peu plus faible, mais c'est de l'impression, et Morlun c'est quand même censé être une sacrée menace. Alors oui, comment je sais que c'est le Morlun de End of Spider-Verse et pas celui du Spider-Verse? C'est la tenue, une fois de plus, j'ai l'impression d'être devenu une émission de couture. En fait, l'information elle est dans le pantalon et dans le gilet, qui sont tous les deux violets, alors que dans le Spider-Verse, il a un gilet rouge et un pantalon brun. Ouais, je suis vraiment devenu une émission de couture. Passons à la manigance annexe qui l'accompagne, qui s'intitule La Grande Chasse. Alors, c'est quoi ça la Grande Chasse? C'est comme ça que ce serait appelé le Spider-Verse s'il avait été écrit du côté des héritiers. En fait, la Grande Chasse, c'est littéralement tout le clan qui se lance à l'assaut de tous les univers de Marvel pour pouvoir massacrer le plus possible de totems araignées et ainsi mettre la main sur les 3 entités. C'est censé être quelque chose de très oppressant pour l'intégralité des totems araignées, mais plus précisément pour Silk qui, elle, va jouer un rôle important dans cet événement. Et là-dessus, je trouve que la carte, elle est vraiment très bien designée, parce que c'est ça que l'on va ressentir avec cette dernière. Déjà parce que sa puissance va varier en fonction de la mécanique de Silk, et ça c'est une bonne idée, mais surtout parce qu'elle a une icône aléa. Alors c'est quoi cette icône? Ça va forcer tout le monde autour de la table à piocher une carte rencontre supplémentaire par tour. Donc, ça va vous poser beaucoup de difficultés et vous allez vouloir vous débarrasser de la Grande Chasse le plus vite possible. Donc voilà, la carte, elle remplit bien son rôle. Bon, par contre, on pourrait discuter de l'illustration parce qu'elle provient de l'un des affrontements justement entre Morlun
et Spider, hein, je vous ai dit, il n'y avait pas beaucoup d'affrontements entre Morlun et Silk, sauf que il y a plein de moments dans le Spider-Verse où Morlun a l'air très classe qui aurait pu servir d'illustration, et il y en a même certaines cases qu'il partage avec Silk, qui à mon sens aurait pu faire l'affaire. Mais voilà, c'est des questions de choix, on va pas discuter pendant 3 heures. D'ailleurs, vous pouvez constater que pendant les affrontements qu'il a eu avec Spider-Man, il porte un petit gilet blanc et un pantalon noir. Ouais, je suis vraiment devenu une émission de couture, et je vais arrêter le gag ici. Il nous reste une dernière carte à traiter, c'est la fameuse traîtrise de ce set Nemesis qui répond au nom de Traquer la promise de l'araignée. Alors, à quoi fait référence ce nom? Tout simplement à ce qui est illustré juste en dessous par, une fois de plus, Sébastien Guidobono. Vous voyez que Morlun essaye de rentrer en contact avec Cindy. Alors, il faut comprendre quelque chose avec justement les héritiers, c'est que certes, ils ont la capacité de sentir la présence d'un totem araignée qui est dans un univers différent du leur, mais pour pouvoir le traquer, ils vont avoir besoin de rentrer en contact physiquement avec lui. Une fois que c'est fait, ils peuvent les suivre comme s'ils avaient placé sur eux un speeder tracer et les repérer à l'odeur avec une précision qui est juste impressionnante. Il faut savoir que Morlun a traqué Peter Parker dans toutes les petites ruelles de New York sans jamais le perdre de vue. Voilà, et c'est ce que va faire cette carte, puisque quand vous allez la tirer, alors déjà, comme la grande chasse, elle va vous mettre un petit coup de pression, puisqu'elle a le mot-clé renfort qui va vous obliger à piocher une carte rencontre supplémentaire. Mais une fois que vous l'aurez en main, vous allez tout simplement la mettre sous votre carte personnage, ce qui va symboliser le fait que Morlun vous aura marqué. Bon, maintenant cette carte elle s'adresse surtout à Silk, parce que son nom c'est pas traquer un totem araignée, c'est traquer la promise de l'araignée. Et c'est qui la promise? En fait, c'est l'une des 3 entités. Alors, je sais pas pourquoi ils l'ont traduit par promise. Dans les comics, c'est l'épouse. Mais voilà, c'est cette entité, je pense que vous en doutez, c'est Cindy. C'est pour ça qu'elle est aussi importante. Et c'est pour ça que Morlun la chasse depuis un petit moment. Sauf que, je le redis, dans le Spider-Verse, c'est plus les jumeaux qui vont lui mettre la pression et ils vont pas la lâcher une seconde. C'est pour ça que cet événement est très intense pour elle. Je veux dire, le seul moment où elle va pouvoir souffler, c'est lorsqu'elle va débarquer sur une planète qui a été irradiée, parce que oui, les héritiers sont sensibles à la radiation, mais voilà, elle est en permanence traquée, et cette carte-là le symbolise bien. Ça va venir parasiter sa mécanique, et si elle veut s'en débarrasser, ça va lui coûter 2 points de vie. Le seul moyen de vous débarrasser de la marque d'un héritier, c'est de le tuer. Et justement, on va revenir à la carte Morlun, parce que ça a été très bien designé. Si vous vous débarrassez de Morlun, vous pouvez vous débarrasser sans perdre de points de vie de toutes les cartes traquer la promise de l'araignée. Voilà. Donc les 2 autres cartes sont plutôt bien designées, mais Morlun, il n'est pas respecté. Bon, allez, j'arrête de râler une fois de plus et on se dirige vers la conclusion. En conclusion, je vous dirais surtout que je me suis vraiment éclaté à faire cette vidéo. J'ai aimé fouiller, chercher. J'avais beaucoup plus d'informations que ce que je vous ai partagé, mais bon, si je l'avais mis, ça aurait fait une vidéo beaucoup trop longue. Déjà qu'elle est pas mal longue. Et du coup, je le garde pour si je traite d'autres sujets et tout ça, comme par exemple le Superior Spider-Man, je le ferai à ce moment-là. Mais surtout, il faut que je tire mon chapeau à Tommy Franchi, parce que la Silk qu'il propose dans son jeu, elle est quand même... Alors oui, il y a quelques petits couacs qui sont explicables par le fait qu'on est dans un jeu et qui est à la limite du gameplay, mais quand même, ça respecte vraiment ce que Silk est dans les comics, et ça c'est plutôt cool. On retrouve les messages dont elle est porteuse, ce côté vraiment reprise en main et contrôle de sa vie, le besoin de maîtriser encore plus les compétences qu'elle possède.
la mise en avant de ses caractéristiques à la fois organiques et psychiques. D'ailleurs, elle est un bloc organique et psychique. On retrouve les personnes qui lui sont le plus chères, l'importance de l'information et la mise en avant de son métier de journaliste. Non, voilà, ça respecte vraiment qui elle est. Même si dans les comics, elle dit beaucoup plus de choses, là, il en reste que quand on sait que Marvel Champions, c'est un jeu qui essaye de communiquer, mais qui a une communication qui est quand même beaucoup plus basique, je trouve quand même qu'il a réussi à couvrir beaucoup de sujets. Voilà. Maintenant, ma principale inquiétude avec ce personnage, c'est que c'est une Web Warrior, et comme Fantasy Flight Games veut installer à la fois un environnement qu'ils ont appelé actuel et un environnement qui va s'appeler Legacy, hein. C'est-à-dire que les cartes vont avoir une date de péremption et que potentiellement le cycle des Web Warriors risque assez rapidement de devenir hors jeu. Et bien s'ils ne sortent pas de nouveaux héros Web Warriors, ou même, je pense que ça qui lui ferait le plus de bien, une campagne, un cycle qui leur est consacré, c'est un héros qui risque vite de passer à la trappe. Et ben, je me dis moi que justement un cycle consacré au Web Warrior, ça serait une très très bonne idée, surtout si ça tournait autour du Spider-Verse, hein, parce que ça pourrait enfin redonner ses lettres de noblesse aux héritiers. Parce que là, Morlun, alors je n'ai présenté que Morlun du set Nemesis de cycle. Il faut savoir que c'est pas la première fois qu'il faisait une apparition, il était déjà venu avec le paquet héros du Spider-Cochon, dont je ne parlerai pas, hein, parce que c'est une blague, et honnêtement, justement, le set héritier qui est dans ce paquet-là, je pense que c'est la pire blague de ce paquet. En dehors du père de famille, le reste, c'est une véritable catastrophe. Donc voilà, un set qui remette en avant une campagne sur le thème du Spider-Verse avec les héritiers, ça serait vraiment cool. Alors, je sais que certaines personnes préfèrent le Spider-Verse de Sony pour toutes sortes de raisons, et souvent ils vont faire la guerre au Spider-Verse de Dan Slott pour de mauvaises raisons. Moi, quelque part, je m'en fous, j'aime vraiment les deux. J'ai juste une petite préférence pour le Spider-Verse de Dan Slott à cause des héritiers, parce que je trouve que ce clan est vraiment très cool, mais surtout c'est une menace bien plus concrète que le fait qu'un Spider-Man qui veuille sortir de sa destinée puisse provoquer la destruction d'un monde. Voilà, ça pour moi c'est un petit peu plus abstrait, mais je le redis, hein, j'aime vraiment les films de Sony, je trouve que ce que ça raconte c'est quand même très très cool. Mais surtout, justement, un cycle qui serait de nouveau consacré au Web Warrior, ça pourrait amener des trucs super intéressants, hein. On pourrait par exemple voir débarquer, déjà le Superior Spider-Man, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, mais on pourrait aussi avoir des personnages peut-être un peu moins populaires, comme le Web Singer, hein, c'est-à-dire le Spider-Man Cowboy, hein, qui tire des toiles d'araignée et qui a un Spider-Cheval, voilà, qui s'appelle Window. Donc ça pourrait être cool. On pourrait aussi avoir Martha Franklin, hein, qui a été créée par Norman Osborn lors d'un rituel, et surtout qui a 4 pattes d'araignée dans le dos, ça c'est plutôt cool. Ou encore, on pourrait avoir Takuya Yamashiro et son fidèle robot géant Léopardon, hein. Ceci étant une référence à la série des années 70, hein, qui était sortie au Japon et qui mélangeait Spider-Man et Bioman. Mais voilà, il y a des choses cool qui pourraient arriver. On pourrait aussi voir débarquer de nouveaux champions, hein. Il y en avait quelques-uns qui avaient pointé le bout de leur nez dans le premier cycle des Web Warriors. Et là, par exemple, on pourrait avoir Lana Bognator, alias Bombshell, hein, qui est une mutante capable de projeter des rafales d'énergie de ses mains et provoquer l'explosion d'objets. Ou encore la fameuse Viviane, qui est une synthézoïde qui a été conçue par Vision et qui possède sur son front le fameux joyau solaire, hein, qui lui permet d'absorber les rayons du soleil, et grâce à un système de photosynthèse, elle peut réexploiter cette énergie, soit pour disparaître, soit pour créer des illusions. Voilà, ça pourrait amener des trucs super cool. Du coup, s'il vous plaît, Fantasy Flight Games, relancez un cycle de Web Warrior. J'ai encore envie de jouer Silk. Voilà, allez, sur ce, je vous souhaite une bonne continuité et on se retrouve peut-être sur une autre vidéo
sur un autre sujet. Sur ce, à la revoyure.